Bonjour à tous. Je vais commencer à me présenter. Euh, donc, je suis David. Je fais partie de la promo saison 13 du Schoolab et je porte un projet dans la FinTech. Mais à côté de ça, je suis DAF part-time ou CFO part-time si vous préférez. Et je fais ça depuis 2012. Donc, ça fait depuis 10 ans que j'accompagne des startups sur leurs finances. Et j'ai immatriculé ma boîte de conseil, c'était en février 2013. Donc, on n'est pas loin de 10 ans. J'ai eu un parcours où j'ai rencontré beaucoup de startups, que ce soit des startups bootstrapping, angel ou backées par des VC. Et mon métier a toujours été de leur donner de la visibilité, de la clarté sur leurs chiffres, notamment de faire les prévisionnels financiers et de faire la relation entre les dirigeants de la startup, donc le CEO en général, et les investisseurs. Donc les investisseurs VC la plupart du temps. Donc j'ai fait beaucoup de prévisionnels financiers et c'est un exercice régulier qu'on fait de plus en plus quand on a une startup qui grandit et quand on a des nouveaux actionnaires qui réclament des chiffres, en fait. Parce qu'au début, vous êtes seul ou entre cofondateurs. Et puis ensuite, si vous levez des fonds, il faut régulièrement tenir des meetings avec vos investisseurs pour les informer de l'évolution de votre activité avec des chiffres. Et donc, il faut faire des prévisionnels financiers. Donc, je vais vous partager mon écran. OK. Et dites-moi si vous voyez le PowerPoint qui s'affiche. Oui, C'est bon. Magnifique. OK. Alors, je vais faire une présentation de 20 minutes, un peu interactive aussi. Puis, au fil de la présentation, je vais vous montrer rapidement un peu d'Excel, mais pas trop parce qu'en fait, l'expérience de travailler sur Excel dans un Zoom n'a pas grand intérêt. C'est juste pour illustrer le propos. Mais voilà, je me suis présenté et aujourd'hui, on va parler de comment faire ses prévisions financières pour une startup early stage. Donc, voilà un peu ce que couvre la session. C'est quoi vos objectifs quand vous faites vos prévisions? On va voir que si vous avez des objectifs différents, vous avez différents types de prévisionnels. Et puis, il y a certains aspects qui ont un gros impact sur comment vous faites votre prévisionnel, votre stade de développement, quel est votre actionnariat et surtout aussi, c'est quoi votre business model. Donc, on va en parler. Ensuite, on fera un petit tour de chaque section d'un prévisionnel financier et je vous montrerai des exemples. Donc, d'abord, comment aborder l'exercice, les bonnes pratiques pour faire son prévisionnel financier. Et je vais vous poser une question et ceux qui veulent répondront. Donc, pourquoi vous voulez faire un prévisionnel financier? Moi, je vois 3 types de réponses possibles. Peut-être qu'il y en a plus auxquelles je n'ai pas pensé. Mais si quelqu'un peut me dire pourquoi il veut faire un prévisionnel financier? Des volontaires? Personne? Timide? Il me faut une réponse. Vous m'entendez? Ouais, ouais. Super. Titre personnel, moi, c'est pour savoir un petit peu comment piloter et surtout comment envisager le futur de ma société, OK. comment définir ou arranger le business model que j'ai en tête avec les différentes idées que j'ai. Et le faire, ça me permet d'avoir au moins une idée de comment évoluer dans le futur, quoi. OK, ça, c'est la première réponse. Pour votre propre besoin de pilotage. Donc ça, j'aime bien cette Super. réponse. Il y a 2 autres types de réponses qui sont très classiques. Avant Euh, d'aller, avant d'aller essayer de récupérer des fonds ou d'aller voir pour récupérer des subventions ou des prêts, d'avoir une idée claire de nos sources de dépenses et du coup de ce dont on aura besoin comme financement. alors, tu as dit les 2 autres réponses pour obtenir prêt ou subvention et pour lever des fonds.
Donc, on a couvert les 3 raisons et en fait, chacun de ces 3 objectifs généraux, en fait, donne pas le même genre de prévisionnel. Donc, c'est ça qu'il faut savoir quand on approche son prévisionnel. En fait, quand, on veut piloter, il faut une solution facile à maintenir parce que si, vous pilotez, ça veut dire que vous allez le faire régulièrement et si vous vous tapez un truc super complexe, vous n'arriverez pas à le maintenir. Si vous allez chercher, des subventions ou un prêt, en général, vous préparez un dossier dédié qui a un template Excel bien précis comme BPI qui vous demande de remplir des cases et un format, très analysable pour eux. Donc, c'est adapté à leur dossier. Et pour lever des fonds, en fait, le but, c'est d'avoir un pitch deck, mais derrière, un backup en Excel très détaillé. C'est-à-dire que si vous allez lever des fonds, vous allez vous faire challenger sur les moindres métriques de votre business. Et du coup, il faut un Excel vraiment bien détaillé. Donc, en fait, quand vous faites un prévisionnel, il y a 3 types d'exercices. Ce n'est pas du tout le même livrable. Donc, je passe à la suite, mais il faut en être conscient. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble un prévisionnel pour les 3 cas. J'ai des commandes Zoom partout. Voilà, c'est bon, je les bouge. Alors, donc, si vous le faites pour vous-même, interne, votre horizon, il doit être assez court terme, 6 à 12 mois. Donc, il faut que vous vous focussiez sur cet horizon et pas vraiment plus loin. Et il faut le faire assez régulièrement, tous les mois. Donc, il faut un modèle simple. Et du coup, le niveau de détail, c'est juste assez pour prendre des décisions importantes pour votre business. Si vous allez chercher des subventions ou emprunts, en fait, il vous faut un horizon qui corresponde un petit peu à comment vous allez utiliser les fonds de l'emprunt et comment ça va générer des flux sur le projet pour rembourser l'avance remboursable si c'est une avance remboursable. Donc, du coup, c'est 3 à 5 ans et vous le faites ponctuellement pour déposer un dossier. Et si vous levez des fonds, eh bien, l'horizon, c'est à peu près le même. Et ensuite, une fois que vous aurez levé des fonds, vous allez le faire fréquemment parce qu'il faudra faire vos reportings et c'est un détail c'est un niveau de détail assez important. Il y a un impact dans votre stade de développement aussi sur vos prévisions. C'est que quand vous êtes en bootstrapping et que vous n'avez pas levé, en fait, le sujet le plus important, c'est le cash. Donc, votre prévisionnel, il doit être centré sur le cash, les sorties et les rentrées d'argent, parce que vous êtes dans une phase de recherche de product market fit. Donc, vous développez votre produit, vous cherchez votre marché et le seul but, c'est de rester cash positif, le moins de coûts possible, tester votre produit, parler aux utilisateurs. Donc, en fait, votre prévisionnel, ça doit être un prévisionnel de cash qui surveille quasiment de manière weekly les rentrées et les sorties. Ensuite, Angel et VC, ça se complexifie. Et plus ça se complexifie, plus vous allez avoir un prévisionnel développé. Vous surveillerez toujours le cash, mais vous aurez d'autres priorités comme acquérir des users et puis ensuite, quand vous êtes au niveau d'après, scaler, recruter, acquérir et retenir vos clients et les livrables en bas qui sont en prévision sont de plus en plus nombreux. Vous avez des tableaux, des états financiers on va dire, de haut niveau technique, voilà, qui sont souvent préparés par des consultants comme moi. Mais au début, en fait, quand vous faites vos prévisions à un niveau bootstrap, vous êtes capable de le faire en regardant vos sorties et vos entrées. Petit sujet de vocabulaire, c'est quoi la différence entre un business plan et un budget? C'est simple, en fait, ça dépend un petit peu de là où vous en êtes. Un business plan, c'est vraiment high level. C'est à la fois pour lever et pour piloter, mais ça doit être assez long terme. Vous n'allez pas aller trop dans le détail, alors qu'un budget, c'est quelque chose de très détaillé, en fait. Et donc, du coup, en fait, c'est souvent quelque chose que vous allez utiliser pour le pilotage. Donc, l'impact du business model est très important, en fait, quand on fait ses prévisions financières. Pour moi, c'est le plus important. Donc, du coup, vous n'avez pas 36 business models quand vous êtes une startup. Vous en avez déjà 4 très communs. Il y en a quelques autres, mais
Si vous êtes un de ces business models, en fait, il faut s'intéresser à des métriques très précis parce que c'est lié à votre modèle de revenus et d'acquisition client. Et ça mesure des enjeux en fait, qui sont des enjeux critiques pour votre boîte. Donc, j'ai un petit peu affiché les métriques principaux pour les gros business models qu'on connaît. Donc, l'abonnement quand on est un SaaS et puis à côté, on facture des setups et des services spécifiques. Le e-commerce, on fait des ventes et on achète des marchandises en face. On a une marge brute du coup. La marketplace, en fait, on n'achète pas de marchandises. On crée une plateforme où il y a de la demande et de l'offre. Et en fait, on prend des commissions sur le volume d'affaires qui est généré. Et puis, les modèles on va dire, d'usage, de trafic, où le but, c'est d'attirer du trafic parce qu'il y a des annonceurs derrière qui sont prêts à payer le trafic et à vendre leurs solutions, leurs marchandises sur votre site. Et donc, à chaque business model correspond à des métriques vraiment clés que j'ai affichées et qui mesurent voilà, comment vous créez de la valeur. Donc, dans tous les cas, il va y avoir le coût d'acquisition client. Hein, c'est combien ça vous coûte d'acquérir un nouveau client. Et sans aller trop loin dans les métriques, ce qui est vraiment important en général, dans la plupart des business, c'est que votre lifetime value soit supérieur au CAC. Ça veut dire en fait ce que va vous rapporter un client sur la durée de vie de son usage de votre solution doit être supérieur à combien ça vous coûte d'acquérir ce client avec vos dépenses marketing. Donc, il y a un petit tableau là, mais je suis allé un petit peu plus loin. Dans l'application d'Ariane FinTech, puisque je suis aussi entrepreneur et pas que consultant, en fait, j'ai créé une application qui référence des solutions de gestion, en fait, que ce soit pour les startups ou les PME. Et en fait, j'ai créé une page pour vous et bientôt pour d'autres startups. Vous pouvez regarder cette URL, le copier. Je pourrais le partager et l'envoyer après la session. Mais en fait, j'ai fait une page que je vais rapidement vous montrer où vous pouvez voir les métriques qu'il vous faut qu'il vous faut suivre par rapport à votre business model. Donc là, j'échappe du PowerPoint et puis je vais sur cette page. Est-ce que vous voyez cette page qui est blanche? Yes. OK, il faut que je redéplace ma commande Zoom. C'est terrible. OK. Donc, en fait, j'ai fait une page business model en fait, qui dit pourquoi c'est hyper important de déterminer son business model quand on a une startup. Et j'ai mis une petite vidéo qui explique les métriques que chaque business model doit suivre. Une vidéo de Y Combinator, je vous les conseille. Et puis, si vous cliquez sur Metrics, vous verrez pour chaque business model une explication de ce que c'est en fait, en quoi consiste ce business model. Et puis, si vous voulez voir c'est quoi les métriques qu'on utilise, par exemple pour le SaaS, ça va s'afficher en dessous en fait. Vous verrez les 3 métriques que vous devez suivre. Si vous êtes une marketplace, il faudra suivre ça. Et puis, vous pourrez aller plus loin, vous pourrez aller cliquer sur votre prévisionnel par business model. Donc là, je suis sur Marketplace, je peux cliquer là. Pourquoi pas me mettre sur e-commerce? Je clique là. Et là, vous pourrez rentrer 3-4 infos sur votre startup parce que je vais lancer bientôt une offre qui va permettre de faire votre business plan de manière interactive avec moi. Je fais un essai sur ce sujet-là. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez remplir 3-4 voilà, infos et puis vous recevrez un mail. Dans quelques semaines, je vais lancer une manière de faire son BP un peu interactive pour votre business model précis parce que c'est très important d'être sur son business model et de ne pas avoir des templates généraux qui s'adaptent à toutes les boîtes. Donc, je reviens sur le PowerPoint. Je ne sais pas si à ce stade, vous avez des questions. On est à mi-parcours de la présentation PowerPoint.
Puis au bout de 30-35 minutes, on pourra passer à des questions-réponses. Mais si vous voulez, vous pouvez me poser une question maintenant par rapport à ce que je viens de vous montrer. Ouais. Comment tu fais, David, quand tu es sur plusieurs business models? Par exemple, je pense au premier modèle, la SaaS et affiliation, par exemple. Eh bien, en fait, une pratique assez simple, ça va être de regarder les métriques des deux business models, parce que si tu combines deux business models, ben, il y a des chances que tu doives suivre les métriques des deux. Donc, tu m'as dit que c'était quoi les deux business? SaaS et affiliation. Donc, OK, typiquement, dans le SaaS, c'est le classique, tu suis ton MRR, c'est-à-dire ton revenu mensuel récurrent, le churn, combien tu en perds chaque mois, et puis combien ça te coûte d'acquérir des clients. Donc, ça, c'est le SaaS. Et tu m'as dit affiliation, donc ce serait usage et pub. Ouais, ou Marketplace, par exemple. Enfin, je sais pas, Alors, ce sont tous les deux. alors, en fait, tu verras que parfois, il y a des métriques communs à plusieurs Mm. business models. Donc, déjà, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais le conseil que je te donnerai, c'est que si tu combines deux business models vraiment différents comme ça, Mm. c'est un petit peu un signal que tu vas peut-être faire un business trop compliqué parce que, en fait, déjà, travailler sur un business model seul et unique, c'est déjà assez compliqué. Mais Mm. si tu combines deux business models, c'est que peut-être que ton offre, elle est peut-être trop large et pas assez focus sur quelque chose de mesurable avec peu de métriques. C'est Donc, vrai. Mais le problème, c'est que ça peut se rajouter par la suite au deuxième business model. Tu n'en prends pas oui. compte, t'en tiens pas compte dans ton prévisionnel. Alors, moi, ce que je recommande, c'est à ce stade de faire un prévisionnel sur un seul business model. Mais pourquoi pas, avec le développement de la solution, Mm. combiner ça en faire quelque chose d'hybride, en fait. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait libre à partir du moment où vous respectez un petit peu les codes des business models que vous combinez, vous êtes libre de les combiner. Mais par exemple, avoir un marketplace et un SaaS, ça peut être assez commun parce qu'en fait, on peut avoir une solution logicielle dans la marketplace dans laquelle tu abonnes les gens pour y Mhm. accéder. Mhm. Et la marketplace, en fait, elle sert à faire des échanges d'affaires, en fait, de volume Mm. d'affaires. Donc, tu vas suivre ton volume d'affaires avec ces trois métriques. Et puis, si tu as une partie logicielle à laquelle certains ont accès, tu vas suivre les métriques de SaaS. Mm. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe à la partie fantastique de l'Excel? Euh, donc, écoutez, je vais y passer. Euh, donc, les grandes étapes du prévisionnel avec quelques exemples. Euh, je vais rester tac, comme ça, là. Donc, en fait, il faut choisir votre business model. C'est vraiment le point de départ par où commencer parce que c'est ce qui va vraiment conditionner la tête de votre business plan et parce que les ventes, c'est ce qu'il y a de plus dur à modéliser, en fait. Les ventes, c'est ce qu'il y a de plus dur à modéliser parce qu'en fait, euh, il faut qu'elles soient mesurées par les bons métriques, c'est que vous compreniez bien vos funnels, en fait, et comment vos dépenses d'acquisition créent des inscrits, des utilisateurs et comment vous allez les monétiser. Donc, en fait, le chiffre d'affaires prévisionnel est directement lié à votre business model et c'est la partie la plus difficile, la plus importante du prévisionnel. Et après, qu'est-ce que ça donne en gros un prévisionnel complet? Là, on passe à des termes un petit peu financiers. Ça donne PNL prévisionnel, c'est un compte de résultats prévisionnel. Donc, c'est ce qui va vous donner en gros vos marges. Euh, Là, donc, le haut, ce sera votre chiffre d'affaires et plus vous descendez dans le compte de résultats, plus vous aurez différents niveaux de marge, la marge brute, résultat d'exploitation, résultat net. Et le deuxième grand état financier, c'est le cash flow prévisionnel ou tableau des flux de trésorerie.
ce qui ressemble à un PNL, mais c'est vraiment présenté en fonction des sorties et des entrées de cash. Alors que le compte de résultat, ce n'est pas présenté par mois au niveau du cash et des entrées et des sorties, c'est présenté par rapport à vos factures en fait. C'est en fonction de vos factures de vente et vos factures d'achat du mois. La période du mois va présenter le PNL, alors que c'est les paiements pour le cash flow. C'est Donc, trésorerie, quoi. C'est un tableau de ouais, trésorerie, non? tout simplement, tableau de trésorerie. D'accord. Donc, les grandes composantes de ces états financiers, c'est le chiffre d'affaires, c'est les achats directs, donc c'est coût variable et achats directs, c'est à peu près la même chose. C'est ce qui fait que chiffre d'affaires moins achat direct, ça fait marge brute, mais on va passer dans le détail après ça. Puis après, vous avez vos coûts fixes et vos frais de personnel. Donc, je vais rentrer un petit peu plus loin dans la composition par grande section. Dans votre chiffre d'affaires, en fait, je répète ça à chaque fois, mais le business model, c'est important et vos dépenses d'acquisition. Donc, je vais vous montrer un petit exemple Excel. Il ne faudra pas avoir trop peur, hein. Donc, j'ai 3 Excel là. Je vais, par exemple, celui-là. Là. Donc, ça peut être un peu impressionnant, mais en fait, c'est mon métier. Donc, c'est mon métier et donc, du coup, en fait, j'ai l'habitude. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, en fait, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous devriez passer trop de temps, surtout au début. Mais disons que pour avoir un prévisionnel détaillé, en fait, il faut… David, j'ai une question. Ouais, Est-ce qu'on aura accès à ces tableaux Excel et la présentation PowerPoint par la suite? je peux envoyer un modèle Excel après. Ouais. Ouais, Et la présentation PowerPoint aussi. Ouais, les tableaux Excel, c'est quand même pas mal, ouais, je pense. Le tableau Excel, c'est bien, mais en fait, à chaque business, en fait, il faut l'adapter. Donc, Ok. j'enverrai quelque chose que vous pourrez adapter, mais c'est vraiment important de l'adapter, en fait. Bon, ben moi, s'il y a un tableau pour Marketplace, ça m'intéresse. Alors, ça, c'est un e-commerce. Ça, c'est un Excel e-commerce. C'est juste pour illustrer l'exemple de comment on construit le chiffre d'affaires. En fait, vous avez votre acquisition de trafic, donc vos visiteurs uniques. Vous achetez ce trafic à travers des plateformes, Google, Facebook. Et en fait, le modèle déroule en fonction de combien vous dépensez, ce que vous allez récolter comme trafic. Vous devrez mettre vos taux de conversion en fait, du trafic aux acheteurs. Donc là, je passe dans la partie conversion. Donc là, par exemple, 1,2% des visiteurs uniques vont acheter. Et donc ça, on prend ces informations à partir de l'historique Google Analytics. Donc, il faut aller chercher un petit peu des sources d'informations qui valident les hypothèses que vous mettez pour le futur. Là, dans cet exemple, c'est vraiment 1,2%. Et ensuite, ça vous fait, en fonction de vos dépenses dans le futur, combien vous aurez de trafic et combien vont convertir en acheteurs pour la première fois. Et dans le e-commerce, c'est très important d'avoir une modélisation des acheteurs qui reviennent, en fait, repeat, et même troisième fois, en fait, 2, 3. Et donc, du coup, en fait, bon, ça se modélise de manière plus ou moins simple, hein. Vous pouvez le faire soit en vous creusant la tête, soit en le faisant avec des hypothèses simples. Là, je l'ai fait avec des cohortes parce que c'est très important dans le e-commerce. Les cohortes, en fait, c'est ça qui vous permet de tracer un premier acheteur et quand est-ce qu'il va revenir pour modéliser son repeat et son multi-repeat. Tout ça… David, quand tu te bases sur des éléments hypothétiques pour les taux de conversion, taux de recommandation, etc., ça peut si tu changes un petit truc, un petit peu chouïa, ça peut énormément varier tes bien sûr. résultats. Donc, Bien du sûr. coup, comment tu vois, crédibilises ce truc-là, quoi, parce que les variations peuvent être énormes. En fait, il faut challenger toutes les hypothèses qui sont mises en fait, dans le modèle, c'est-à-dire que ce taux de conversion est très important.
là, j'ai les vrais prix. Tu vois, j'ai les vrais prix de vente et les vrais prix d'achat des marchandises. Donc, c'est les vrais prix. C'est indiscutable. Les dépenses d'acquisition qui créent en fait du trafic, bah, là encore, ça vient de chez Google Analytics. Et donc, pour ça, j'ai fait un petit tableau des dépenses réelles sur chaque levier, combien il y a eu de visiteurs sur chaque mois, surtout 2021. Et du coup, bah, quand tu dépenses, ça donne combien de visiteurs? Bah, tu as un ratio, en fait. Tu as une moyenne, en fait. Donc, et tu sais combien te coûte un visiteur. Donc, à partir du moment où tu pars de données réelles, tu les extrapoles. Donc, Sur pour les les coûts, je crédits, comprends. Mais c'est voilà. sur les revenus que c'est compliqué de faire des prévisionnels, quoi. Sur le revenu, tu commences Ouais. par tes volumes. Donc, en fait, tes volumes, donc j'allais passer à ça. Ici, j'ai toutes sortes d'infos sur les prix des marchandises. Faites pas attention, c'est pas très beau. Mais en gros, les volumes, en fait, ils étaient plus hauts là. Ils étaient, en fait, quand j'ai un visiteur, il convertit, ça me fait une commande. Voilà, 89 commandes, 81, 65. Voilà, ça, c'est des volumes. Et une fois que j'ai les volumes et j'ai les prix, ben, j'ai les chiffres d'affaires, en fait. Je multiplie par le volume par le chiffre d'affaires, en fait. Donc, par catégorie de produits, en fait. Je ne veux pas rentrer dans le détail de cet Excel parce que avec le temps qu'on a, ce n'est pas très intéressant, mais c'est juste pour vous montrer, en fait, quand un prévisionnel est assez élaboré, ce que ça peut donner. Et derrière, en fait, votre chiffre d'affaires, ben, c'est la marge brute qui va compter. Je peux te poser une question? Ouais, En fait, ton prévis sur les ventes, tu le fais à partir de tes actions sur Google, par exemple, de marketing ou de pub, d'ads, et de conversion, en fait. C'est comme ça que tu fais ton prévis de vente? ouais, je le fais parce que c'est le business model e-commerce et c'est le business model de la boîte pour lequel je l'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, le e-commerce, bah, c'est à peu près toujours pareil. On fait des dépenses d'acquisition payantes qui vont générer du trafic et puis on va convertir ce trafic pour une D'accord. première fois. Puis ensuite, en général, quand tu as l'adresse email de l'acheteur, bah, ensuite il rentre dans ta base mail et puis tu peux lui envoyer des emails. Et du coup, ça va le reconvertir plus tard s'il est intéressé de racheter à travers ton emailing, en fait. C'est pour ça que, en fait, là, j'ai deux catégories. J'ai les paid visitors, Google, Facebook, pour ce levier. Et puis, l'organique, ce qui va coûter rien, en fait, c'est grâce aux bouche à oreille et aux relations publiques, on va dire, et au branding, en fait, au fait que ta marque se devienne de plus en plus connue. Les gens, ils vont venir sans que tu aies Naturellement. besoin de les acquérir. Et puis, c'est quand tu leur envoies des emails, en fait. Et donc, je mets des hypothèses de d'où vient le trafic. Sur 100% du trafic, voilà comment je répartis d'où vient le trafic, en fait, au temps zéro. Et ensuite, je fais évoluer ça, en fait. Parce que plus tu vas loin dans le temps, plus tu comptes sur ton organique pour générer des clients. Donc, il faut faire monter l'organique. En fait, tu pars à 30% d'organique. Voilà, chaque trimestre, là, je vais le monter 31, 32, 33 d'organique, en fait. Donc ça, c'est propre au business model de l'e-commerce. Mais d'autres business models, en fait, c'est commun à tout ce qui fait des dépenses d'acquisition. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres types de business. Merci. Voilà. Mais les taux de conversion, c'est du réalisé ou c'est de l'hypothèse? Là, le 1.2, c'est du Ouais, réalisé. voilà, mais quand tu n'as pas réalisé, quand tu démarres, tu bases sur quoi? Eh bien, c'est toute la magie des startups. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois tester des choses pour obtenir des métriques. En fait, tu ne peux pas faire un prévisionnel sérieux si tu n'as absolument aucune donnée. Donc, en fait, ça ne sert à rien de faire un prévisionnel dès le début quand tu n'as vraiment pas interagi avec ta cible. En gros, quand tu n'as pas de matière, en fait, vraiment, tes hypothèses, elles seront très vagues. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important de lancer son produit tôt. C'est pour ça que dans les bonnes pratiques de tous les incubateurs,
Et dans cet écosystème, on va vous dire de lancer vite, en fait, parce que si vous lancez vite, vous aurez des réactions que vous pourrez commencer à mesurer, en fait. Si vous restez dans votre coin et que vous ne parlez pas au marché, vous n'avez pas de métriques, en fait. Donc il faut faire en parallèle son cheminement produit-marché et récolter des données au fur et à mesure et affiner ces données. Mhm. Voilà. Ok. Donc, si c'était facile, on le saurait, mais effectivement, en fait, un business plan, ça s'affine avec l'évolution de la boîte. Et c'est pour ça que c'est à réviser régulièrement avec un modèle simple. Là, ce n'est pas un modèle simple. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est en vue d'une levée de fonds, en fait. C'est un modèle dont le but, c'est de lever plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, en fait, il faut qu'on aille loin. Mais ce n'est pas le genre de modèle qui va servir à piloter sa boîte régulièrement, en fait. Pour ça, on va juste prendre les métriques les plus importants et faire de manière beaucoup plus simple, en fait. Et avec un horizon quelques mois. Là, c'est un horizon 4 ans, en fait. Mhm. Ouais. On Ça veut peut dire quand continuer dans l'interactif, hein, si vous voulez. Ça veut dire que quand tu veux chercher les subventions au démarrage, pré-démarrage, ils te demandent un business plan, mais tu ne veux pas le construire si tu n'as pas déjà démarré, en gros. Eh bien, quand tu vas chercher des subventions, on va dire que c'est le genre de modèle en fait, qui est plus théorique. C'est-à-dire que les dossiers de subvention, les dossiers de prêt, en fait, euh, on- tu fais de ton mieux, en fait, mais ça reste un modèle de prévisionnel assez théorique. Et souvent, ça ressemble à des templates très comptables, en fait. C'est-à-dire que en fait, les templates très comptables, bah, vous les trouvez un petit peu partout. C'est les soldes intermédiaires de gestion. C'est des choses où ça reflète le plan comptable. Mais en fait, quand on fait des prévisionnels pour faire des levées de fonds ou piloter sa boîte financièrement, en fait, ce n'est pas des modèles comptables, c'est des modèles vraiment très business, en fait, où vous allez suivre les données de votre business. Il va falloir commencer à être plus précis qu'un modèle général comptable. Mais les dossiers de subvention, en fait, ils sont simplifiés avec des templates assez comptables, donc achat de marchandises, charges externes, salaire chargé. Et donc, du coup, en fait, bah, il faut faire de votre mieux pour faire ces prévisions par rapport à ce que vous connaissez de votre business. Ok, merci. Je peux passer à la suite parce que j'ai quelques slides, mais pas tant que ça. En fait, pour vous donner les bonnes pratiques de chaque grande section. En fait, dans le chiffre d'affaires, donc comme je vous ai montré dans l'Excel, c'est vos métriques, vos dépenses d'acquisition, comme je vous l'ai montré aussi, qui reflètent votre funnel. Votre modèle d'acquisition de volume d'utilisateurs. Donc, si votre modèle, c'est de faire des dépenses marketing, bah, c'est ce que je vous ai montré. Si c'est pour faire, si les utilisateurs s'acquièrent plus par des commerciaux, bah, il va falloir plus partir par combien de commerciaux j'ai besoin pour faire combien de ventes, en fait. Ça peut être un mélange des deux. Et puis, voilà les grandes notions à mettre dans la modélisation de son chiffre d'affaires, les dépenses d'acquisition, comment ça convertit, ça fait quel volume et ça fait quel CA. Et ça, c'est en fonction de vos volumes fois panier moyen. Voilà. Marge brute, derrière, en fait, c'est combien vous allez générer d'argent après les achats directs liés à vos ventes. Donc, pour le e-commerce, ben, c'est simple. Vous vendez un article 100 €, il va bien falloir l'acheter pour le vendre. Donc, vous l'achetez 50. Votre marge, c'est 50. Donc, achat-vente pour le e-commerce. Et vos coûts directs, c'est les 50. Donc, si vous en vendez 10, c'est 50 fois 10. Et du coup, votre marge brute, en fait, c'est toujours à peu près le même taux de marge que vous vendiez 10 articles ou 100 articles, ce sera toujours 50%.
la marge brute pour les services, en fait, et pour les logiciels, ben, vous n'avez rien à acheter, en fait, comme marchandise. Vous vendez du logiciel. Donc, en fait, ça va être simplement les commissions, par exemple, de paiement. C'est-à-dire que chaque fois que vous vendez un abonnement, ben, Stripe va vous prendre 1% ou quelques. Donc, c'est un coût variable. C'est des exemples, mais en gros, c'est pour dire que la marge brute, c'est chiffre d'affaires moins coût variable et ça vous obtient un taux de marge brute. Donc, dans le logiciel, votre taux de marge brute est très élevé puisque vous avez un chiffre d'affaires et en face, vous n'avez pas d'achat à part les commissions. Donc, ça va au-delà de 80-90% de marge brute. Et dans le e-commerce, la marge brute après l'achat des marchandises, après les coûts de livraison, c'est environ 50-60%, voire un peu plus. Et puis, derrière ça, il faut mettre vos dépenses d'acquisition, justement, marketing, qui vont vous coûter entre 10 et 20% de votre chiffre d'affaires. Donc, en général, vous êtes à peu près à 30% après les dépenses d'acquisition, en fait. 30 ou 40. C'est vraiment variable entre les business. C'est des ordres de grandeur. Et ça vous donne votre marge brute, en fait. Et cette marge brute qu'on appelle aussi marge contributive parce qu'elle va contribuer à payer vos coûts fixes. C'est grâce à cet argent qui rentre que vous allez pouvoir payer vos coûts fixes. Donc, les coûts fixes, bah, c'est le personnel, les salariés avec leurs charges sociales en plus, les prestataires clés, donc qui vont être des freelances qui, pour un certain temps, en fonction de combien de temps il reste, des honoraires classiques que beaucoup de sociétés ont, experts comptables, avocats, recruteurs, etc. Les frais de fonctionnement aussi qui sont partout, vos frais bancaires, assurances, télécom, et puis vos coûts de structure, vos loyers de bureau et autres. Disons que ça, c'est pour vous donner une synthèse des coûts fixes. On peut toujours réordonner ça de manière différente, appeler ça coût de structure, tout regroupé, frais de fonctionnement, coût de structure, c'est pareil. Ce n'est pas très important en fait. Le truc à savoir, c'est que les coûts fixes, c'est plus facile à modéliser parce qu'ils sont fixes par définition. Et donc, du coup, ça va vite dans votre prévisionnel. Vous mettez 10 lignes de vos coûts fixes dans votre Excel, en fait. Vous connaissez vos coûts fixes et puis vous vous dites, je m'autorise à avoir tant de coûts fixes par mois sur les 12 prochains mois. Et puis, vous ajustez, en fait. C'est vraiment une partie relativement simple. Et ce n'est pas sur ça qu'il faut passer beaucoup de temps. Il faut passer beaucoup de temps sur chiffre d'affaires, marge brute, parce que c'est ce qui compte, en fait. Donc, ouais, j'ai une vas-y. question. Bonjour, mon modèle d'affaires est SaaS, Ouais, abonnement. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de coûts variables dans le cadre d'un SaaS? bien sûr. Je vais ouvrir un modèle SaaS alors. Alors, excusez-moi, des coûts variables. Je vais aller dans un PNL. Alors, on est sur un compte de résultat de SaaS. Et donc, par exemple, on suit le MRR dans le SaaS. Donc, Ouais. nouveau business, renouvellement, upsell. Donc, les Ouais. clients qui vont acheter plus de votre solution ne vont plus payer 100, mais 150. Donc, Ouais. ça, c'est le chiffre d'affaires. En vert, là, c'est des coûts Ouais. variables. D'accord. Et en SaaS, les coûts variables, ça va souvent être les commissions des commerciaux. C'est du CAC, en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, là, pour être précis, ça, c'est un modèle prévisionnel de SaaS Enterprise. Donc, en fait, quand vous irez voir sur l'appli que j'ai fait là, de Darian, où il y a un des 8 business models, c'est Enterprise. Et en fait, Enterprise, c'est pareil que le SaaS, sauf que tu vends des solutions chères à des grosses boîtes. Donc,
Donc, en fait, pour vendre des solutions chères qui coûtent 10 000 par an, 20 000 par an ou bien plus, en fait, bah, c'est que les grosses sociétés qui les achètent. Et donc, du coup, en fait, pour avoir des clients qui sont des grosses sociétés, en fait, elles n'achètent pas comme elles achètent une application sur l'App Store. Il faut leur parler, il faut avoir des commerciaux, il faut faire 5 rendez-vous. C'est des cycles longs. Entre le moment où tu as le premier contact et tu as eu le contrat, ça peut mettre 3 mois, 6 mois. Et donc, du coup, ça nécessite une force commerciale. Et, du coup, en fait, ben, tu vois qu'il y a une relation directe entre ton chiffre d'affaires et le nombre de commerciaux que tu as. Donc, c'est un coût variable. Et souvent, tu vas donner une incentive, motivation à tes commerciaux quand ils closent des deals. Ils ont des bonus, en fait. Et donc, du coup, quand tu closes du chiffre d'affaires, ben, tu as automatiquement un coût variable dans les bonus, en fait. Donc, ça, c'est un exemple de coût variable. Tant de chiffre d'affaires, c'est tant de bonus pour les commerciaux. Et puis, l'acquisition marketing, ça peut être assez considéré comme un coût variable aussi parce que plus tu dépenses, plus tu te fais connaître, plus ça fait du chiffre d'affaires en fait. Hein. Donc ça, c'est des exemples classiques. Là, il devrait y avoir aussi l'hébergement, par exemple. Si ta solution, elle demande beaucoup d'hébergement, de ressources d'hébergement et qu'elle est utilisée de manière massive, en fait, plus elle est utilisée, plus tes coûts d'hébergement sont élevés. Donc, du coup, en fait, il y a une relation entre ton chiffre d'affaires, enfin ton usage de ta solution et les coûts d'hébergement. Mais Et la avant partie d'atteindre… variable de l'hébergement, le plus-value en termes de coût, qui est attaché à un client, à l'équipe sur le plateforme, par exemple. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on va le mesurer sur tous les coûts de l'hébergement. En fait, tu prends tout le chiffre d'affaires et puis en face, tu mets c'est quoi tes coûts d'hébergement de la période et tu suis ça. C'est pas facile en fait de faire le lien entre les deux parce que l'évolution des coûts d'hébergement est assez complexe. Mais si tu sais les prévoir, c'est vachement bien de les suivre en coût variable. Mais avant que ça coûte vraiment très cher, l'hébergement, il faut faire pas mal de volume Oui, aujourd'hui. c'est un nice problem to have, comme on dit. Ouais. Donc en SaaS, vraiment, les coûts variables, c'est vraiment les coûts liés à ta force de vente et marketing. Tu vois? D'accord. Voilà pour répondre. Merci, c'est très clair. David, j'avais une petite question qui est un peu liée à celle de Andrew. Ouais. Moi, dans mon PNL, j'avais fait rentrer dans les COGS tous les frais de software que j'ai pour faire fonctionner mon produit. Donc, par exemple, si mon produit il a besoin de Zapier pour fonctionner, j'avais mis les coûts de software. Est-ce que ça te paraît être un bon choix ou pas? Eh ben, pas tellement. Je vais te montrer, en fait, c'est le même Excel. C'est quelque chose que je vais mettre dans des coûts fixes. Donc, c'est l'onglet opérations, là. Ok. Donc, du coup, dans les opérations, en fait, tu as des grandes sections. Donc, là, par exemple, la sous-traitance avec les freelances, les honoraires, les frais bancaires, les assurances, Internet. Et puis là, j'ai ce dont tu me parles là. OK? Ouais. En fait, tous tes logiciels, tous tes abonnements, en fait, la plupart du temps, c'est des coûts fixes, en fait. Tu vois, si tu t'abonnes à Notion, ben, ça va te coûter, un coût fixe par employé, tu vois. Mais au début, si tu n'as pas d'employé, ce sera toujours le même coût. Donc, en fait, c'est plus un coût fixe et ce n'est pas vraiment lié à ton chiffre d'affaires et à ton nombre d'utilisateurs. Donc, il faut les considérer en coût fixe. Et donc, bah là, par exemple, je mets le prix de l'abonnement mensuel et ensuite, chaque mois, on le retrouve. Chaque mois, en fait. Ok. Et puis, ouais, si tu veux affiner, bah, tu vas multiplier ton prix d'abonnement mensuel par ton nombre d'employés, en fait. Si Notion, voilà, si tu as un coût par licence, en fait. D'accord. Et c'est pour ça que tu mets aussi que les commissions pour les sales, pas tout leur salaire. Là, Exact. ok.
Exact, parce qu'en fait, il n'y a que la partie variable qui a un coût variable. La partie fixe, elle va être en dessous, là, dans la section bleue. Ok, Tout ce qui est bleu ici, c'est des coûts fixes. ok. Et j'avais lu qu'on pouvait mettre aussi peut-être des coûts, par exemple, de dev qui seraient en support pour la solution, s'il y a un problème et qu'il faut intervenir assez rapidement, comme de la prévente. C'est quelque chose que tu as déjà vu ou pas? Bah, ça, je le mettrais dans des freelances, si j'ai bien compris. C'est des freelances? C'est pas des freelances, ce seraient des devs qui seraient vraiment alloués OK. à la prévente, quoi. Ben, en fait, une fois de plus, c'est un coût fixe. Tu sais qu'il va te Ouais. coûter chaque mois tant d'argent. Donc, moi, je le mettrais, même si ça s'appelle ici freelance, en fait, je mettrais dans tout ce qui est sous-traitance. Tu es en train de me parler de sous-traitance. Donc, c'est dans la section sous-traitance. Ouais, ok. Et donc, du coup, en fait, tu mets, voilà, ça va me coûter tant par mois, cette sous-traitance, et chaque mois, ce sera à peu près le même coût. Mais si tu veux ajuster par mois, bah, tu mets directement dans le mois le coût, en fait. Là, par exemple, on est sur 3500 et 4800, tu vois. Ok. Donc, tu peux faire évoluer tes coûts fixes. Mais ils s'appellent coûts fixes, pas parce qu'ils sont fixes et ils seront toujours les mêmes dans le temps. Ils s'appellent coûts fixes parce qu'ils n'ont rien à voir dans leur évolution avec le nombre d'utilisateurs de ta solution et tes ventes, en fait. Ok, non, Voilà. mais c'était clair, merci beaucoup. Euh, je vais continuer dans la presse, presque terminée. Euh, donc là, on était au coût fixe. Là, c'est une petite synthèse de ce qu'est un compte de résultat. En fait, comme je vous disais, chiffre d'affaires moins coût variable des ventes égale marge brute. Ensuite, on enlève les frais de personnel, les prestataires clés, en fait, parce que c'est ni vraiment des charges externes, c'est-à-dire des choses que toutes les boîtes ont, ni c'est votre personnel, en fait. Les prestataires clés, ça va être voilà, des devs freelance, enfin, tous les gens qui sont là régulièrement avec vous, mais qui ne sont pas vos salariés et qui sont propres à votre projet. Et puis, voilà, moins charge externe, c'est les coûts fixes classiques de vos structures. Et vous enlevez tout ça de la marge brute, ça vous donne l'EBITDA, ce qui est le résultat d'exploitation, pour faire simple. C'est en fait votre marge nette, en fait. C'est ce que doit générer votre business après avoir payé tous les coûts d'exploitation. Et le deuxième état de synthèse dont je vous parlais, qui était le tableau des flux de trésor, se divise en trois parties. Le cash flow d'exploitation ou des opérations, en fait, qui est en fait votre EBITDA, comme je disais, plus, là on va rentrer un peu dans la technique, mais les décalages de trésorerie liés à vos créances clients et à vos dettes fournisseurs. Parce qu'en fait, comme la différence entre le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie, c'est que l'un, c'est les factures, l'autre, c'est les paiements. Bah, pour qu'on ait une vision flux de trésorerie, il faut ajouter à l'EBITDA, qui vient des factures, et bien les décalages de paiement, en fait. Voilà. Et puis, le cash flow de financement, en fait, bah, c'est très simple. En fait, c'est comment vous financez. Donc, vous allez placer à un mois donné tant de montants de levée de fonds ou d'emprunts que vous allez recevoir et de remboursements que vous allez repayer pour les emprunts. Et cash flow des investissements, bah, vous pouvez quasiment l'ignorer, en fait, parce que dans les startups, en fait, c'est vraiment anecdotique, en fait. On n'achète plus des usines et des machines. Ça sert à ça, en fait, l'investissement, cash flow from investment. Donc, en fait, comment passer son temps sur le prévisionnel? Ça, c'est le dernier slide. Après, on pourra avoir d'autres questions. C'est, en fait, quand vous faites votre prévisionnel, il faut passer la moitié de votre temps sur la modélisation de votre chiffre d'affaires et vos dépenses d'acquisition qui vont vous créer votre chiffre d'affaires. C'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus compliqué. C'est ce qui est lié à vos retours marchés, c'est ce qui est lié à vos métriques d'activité,
C'est là où c'est le résultat de vos conversions, de tout ça. Ensuite, la marge brute, en fait, quand vous connaissez votre chiffre d'affaires, ça devient un peu plus facile parce que vous mettez en face ce que ça vous coûte de livrer ce produit. Et puis ensuite, ce qui prend beaucoup moins de temps, en fait, c'est ce qui est récurrent et fixe, plus ou moins, c'est personnel, prestataire, charge fixe. Et puis, quand vous avez un modèle PNL cash flow prêt, alors ça, je suis désolé, mais ça me concerne plus, en fait, ce temps. Mais ça devrait aussi vous concerner plus au niveau du chiffre d'affaires. Vous devrez respecter ce temps, en fait, de préparation. Mais une fois que tout est fait dans les 4 premières lignes, en fait, le PNL et le cash flow, ce n'est qu'un résultat de tout ça, en fait. C'est qu'une présentation de tout ça, une présentation synthétique des informations. Donc, la presse PowerPoint est finie.